Bonjour madame, bonjour monsieur, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Plaisir de lire. Comme chaque mercredi à 15 heures, nous recevons des amoureux de la lecture, des lecteurs, des passionnés, et ils vont partager avec nous leur coup de cœur. Et donc aujourd'hui, je suis accompagné par 3 personnes extraordinaires. Donc je vais vous les présenter rapidement et puis on va faire connaissance avec ces personnes un peu plus en détail. Donc nous avons aujourd'hui, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir, Marisette Nilor. Bienvenue Marisette. Merci. Alors, à côté de Marisette, nous avons un monsieur pour m'aider à respecter la parité. Donc nous avons aujourd'hui... Bonjour, monsieur Claude Lavenir, je suis Vauclin et je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Merci Claude, sois le bienvenu. Merci. Et à côté de Claude... Marie-Laurence Delors, alors merci de m'accueillir et puis merci de nous écouter et puis je ferai le nécessaire pour être, je dirais non pas sexy simplement, mais pour vous donner le plaisir de lire. Merci beaucoup. C'est le but de cette émission. Alors dans cette émission Plaisir de lire, le but est de partager des coups de cœur, de faire voyager, de faire réfléchir, de faire découvrir. Donc parfois nous pouvons voyager à travers notre Martinique, nous pouvons voyager en Europe, dans d'autres contrées, dans d'autres époques, et ce sera encore le cas aujourd'hui. Donc Marisette, Oui. de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors, je vais vous parler du livre « Si vous voulez marcher sous l'eau, sortez du bateau ». Donc, c'est un livre qui m'a inspiré du le titre, qui m'a beaucoup accroché. Je n'ai pas effectivement d'auteur préféré, mais il me faut que le livre m'accroche. Et j'ai été très surprise, puisque ce livre, je l'ai acheté en 2009. Je le relis et je redécouvre certaines choses cachées qui, en fait, me permet de grandir. Donc voilà, c'est le livre que je souhaite partager avec vous. Donc il est de John Ortberg, et c'est un orateur, mais aussi un pasteur américain d'une 60aine d'années. Et donc il fait découvrir en fait son vécu, mais aussi d'un point de vue humoristique qui est lié souvent à la réalité que nous vivons. Donc, à mon sens, je pense que c'est un livre qui reste toujours d'actualité, quelles que soient les années. Et parce que nous verrons que dans ce livre, il nous permet justement de ne pas rester en fait dans notre bateau, pour reprendre le titre du livre, mais de sortir de notre sécurité pour pouvoir voir d'autres aventures. Je dirais ça comme ça. D'accord. Ce livre de John Ortberg, c'est un livre, il raconte une histoire fictive, ou bien ce sont des idées, des réflexions sur la vie? Alors, c'est un fait réel, puisqu'il part effectivement sous le grand livre que nous connaissons tous, qui a l'extrait qui parle de la Bible. Et c'est un extrait justement dans Matthieu 14, qui est le titre du bateau. Si vous voulez marcher sous l'eau, sortez du bateau, qui nous permet en fait de sortir de nos doutes. Et il a justement pris sa place dans la société en fait de tous les jours, qui nous permet de nous identifier à toutes les situations réelles. Donc ce n'est pas du fictif mais de la réalité. Et dans le livre aussi, il parle de ses enfants par exemple, pour donner des idées bien concrètes. Donc, en fait, il puise de l'expérience, peut-être de sa propre expérience et de l'expérience de ses connaissances, de ses amis, de personnes, et pour
tirer des leçons, pour tirer une certaine philosophie de vie. Ah oui, mais c'est tout à fait ça, parce que ce livre, pourquoi je souhaite vous la faire partager, en fait, c'est parce que, en fait, ça nous permet de grandir, comme j'ai envie de dire. C'est le mot qui revient, et dans les extraits qu'il donne, il prend aussi, par exemple, il dit que comment dire ça, la vie aujourd'hui, elle est belle, mais malgré cela, on n'arrive pas en fait à se dépasser. Donc, il prend des exemples en fait de la vie réelle pour pouvoir nous toucher, nous poser des questions. Et souvent, il interroge. Il nous interroge pour savoir, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la réalité de votre vie? Et justement, je suis sur le passage où il parle en fait du roi David qui avait beaucoup de richesses, ce que nous pouvons avoir, des richesses telles que soit, que ça soit en amour, que ça soit en argent et autres. Et lorsqu'il parle de cela, il dit voilà, c'est une situation aujourd'hui, mais demain nous pouvons ne rien avoir. Et il prend l'exemple de David qui avait tout et qui perd en fait, qui perd tout aussi. Et il perd ses proches, il perd sa femme. Et je suis arrivée, puisque comme je vous ai dit, je relis ce livre que je découvre enfin d'autres beautés. Et lorsqu'il arrive, en fait, il se retrouve dans la caverne qui s'appelle la caverne des échecs. D'accord. Voilà. Et la caverne des échecs, en fait, nous nous trouvons tous un moment dans cette caverne qui nous permet de revoir la réalité des choses. Et jusqu'au moment, tout ce qu'il a fait, en fait, il se dit, je ne sais pas où aller. Quelle est ma solution? Et c'est à ce moment, en fait, qu'il se tourne vers qui je vais vous laisser découvrir. Et il va comprendre effectivement que tous ces échecs l'ont permis de grandir. Et c'est toute la beauté, en fait, de ce livre. Et aujourd'hui, on le voit encore avec tout ce que nous vivons, c'est que si nous ne voulons pas sortir de ce bateau, on ne pourra que dire « si je savais ». Ce sont des si qui reviendront jusqu'à un moment, soit on sortira, soit on restera du bateau. Voilà. Donc, c'est un livre aussi, je vous lis un extrait. Oui, bien sûr, merci. Alors, lorsqu'il parle, il dit la crainte se transmet de génération en génération. Alors, les chercheurs en sciences sociales ont constaté que la génération actuelle représente la culture la plus inquiète de toute l'histoire. L'espérance de la vie a plus que doublé durant les derniers siècles. Nous sommes capables de guérir plus de maladies que jamais. Aucune génération n'a été aussi en bonne santé que celle d'aujourd'hui, et pourtant, c'est actuellement que l'être humain sont le plus anxieux quant à leur état de santé. Nous lisons continuellement des articles concernant les diverses maladies qui existent. Alors, ça, ce sont des chiffres qu'il donne, alors, qui n'est peut-être pas à jour, puisque, comme je vous ai dit, c'est en 2009. Donc, mais qui reprend quand même, il dit qu'il y a 59 millions d'Américains, puisque je vous ai dit, il est le pasteur d'Amérique, donc il a fait ses recherches à ce niveau, ont des maladies de cœur. 53 millions souffrent de migraines, 25 millions de l'ostéoporose, 16 millions luttent contre l'obésité, 3 millions ont le cancer et 12 millions ont de graves perturbations telles que les lésions cérébrales. Les statistiques généralement montrent que 266 millions d'Américains sont sérieusement malades, ce qui est effroyable pour un pays qui compte 543 millions d'habitants. Alors, comme Garfield le mentionne, ou nous sommes condamnés en tant que société, ou quelqu'un a le cerveau sérieusement atteint. Donc, voilà, ce sont des extraits, en fait, qui nous permettent d'approfondir, en fait, le fait de rester dans le bateau ou de sortir. C'est une vraie réflexion. C'est une vraie réflexion. Ce sont des questions qu'il pose généralement
et qui nous permet en fait de nous restituer en fait de notre vie. Et souvent, nous avons effectivement ce qu'il appelle aussi la perte de la joie. Parce que, comme il dit, n'avez-vous jamais rencontré une personne profondément joyeuse, mais périodiquement anxieuse? Donc, c'est la question qu'il nous pose. La crainte détruit en effet la joie. Vivre dans la peur amène la douleur d'une anxiété qui revient continuellement. Surpassez la crainte et vous ressentirez un immense bien-être. Voilà. Donc, tout cela pour vous dire que c'est un livre qui nous permet de nous dépasser nous-mêmes. Et se dépasser soi-même, c'est aussi oser. Oser faire, même si c'est un petit pas, mais c'est oser de se dire... Je fais, même si je suis dans l'échec aujourd'hui, l'échec me fera grandir demain. Ouais, exact. Voilà. J'aime bien cette idée d'utiliser l'échec pour progresser. C'est vrai que au premier abord, quand on pense échec, on voit faim, défaite, tristesse. Je pense par exemple, nous avons pris l'habitude parfois, même depuis petit, de jouer. Je pense que quand on jouait, on aimait gagner. On aimait gagner. Et quand on ne gagnait pas, on était déçu, on était triste. Parfois, il y a des personnes qui pleurent même parce qu'elles perdent. Et moi, ce que je retiens de l'idée de ce livre, c'est que l'échec peut être un moyen, comme tu disais, de grandir, d'apprendre sur nous-mêmes, d'apprendre concernant les autres et de faire mieux. Tout à fait. De faire mieux. Tout à fait. Et que... En fait, l'échec, ce qu'on appelle l'échec, l'échec, en fait, c'est un état temporaire. Voilà, Ce n'est jamais un état définitif, sauf si on décide nous-mêmes que c'est définitif. Voilà, tout à fait. C'est un livre qui, je pense, qui peut concerner monsieur, madame, tout le monde. Le travailleur, le père, la mère de famille, même les enfants. Même les enfants, tout à fait, puisqu'il en cite justement sa fille, en fait, qui était très très jeune et qui en fait, en tant que réflexe d'adulte et que parent, chaque fois elle faisait quelque chose, il venait la prendre, hey, l'enfant qui dit je peux en fait de la laisser tranquille et il se dit en fait par la suite, il espère que lorsqu'elle grandira, que ce « je peux » va rester le « je peux », mais avec effectivement d'autres situations peut-être plus importantes que par exemple tomber à vélo et se remettre en selle. D'accord. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup Marisette pour ce livre de John Ortberg qui s'intitule « Si vous voulez marcher sur l'eau, sortez du bateau ». Donc, oui, si on reste sur le bateau, on sera à sec. Mais si on veut marcher sur l'eau, accomplir d'autres choses qu'on n'a pas encore réussi à faire, donc il faut faire cet effort. J'ai envie même de dire que même si on ne veut pas encore sortir du bateau, mais au moins se monter sur le pont. C'est déjà une étape. C'est déjà une étape, voilà. Oui, un petit pas, ensuite un autre. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup Marisette pour cette présentation. Donc, après Marisette, nous aurons Claude qui va peut-être changer d'univers. Tout à fait. Tout à fait. C'est plutôt rétro, mon livre. Alors, c'est La peau farine de Tony Deschamps. Alors, c'est un livre que j'ai aimé à lire et je l'ai relu aussi. Alors, c'est un livre qui nous ramène dans les années 40 en Martinique et autour d'un personnage qu'on a peut-être tous connu une fois comme ça dans notre vie. Et je me rappelle quand j'étais un petit peu plus jeune, quand j'allais au collège de Dillon, il y avait un personnage comme ça à Dillon, sur le pont de Dillon, qui s'habillait en haillons, qui s'habillait pas bien, qu'on avait, nous, les enfants, plaisir à embêter, à envoyer des pierres et qui l'injuriait systématiquement. Et c'était un petit peu quelqu'un qui se mettait en marge un petit peu dans la société et que nous, on ne comprenait pas pourquoi, mais nous, les enfants, on s'amusait avec lui. Et La peau farine, c'est un petit peu ce personnage. Alors, pour aller rapidement, c'est un personnage qui était à Saint-Pierre, dans les mornes de Saint-Pierre, dans la forêt de Saint-Pierre, qui s'habillait avec
de l'argile blanche, donc d'où le nom la peau farine. Et quand il arrivait dans la ville de Saint-Pierre, il s'amusait, enfin les enfants s'amusaient avec lui envoyant des pierres, etc. Et il s'amusait à injurier, à faire des jurons. Donc c'était un petit peu l'attraction du moment. Et puis ce monsieur, aussi personnage, quand même avec une posture, une carrure impressionnante, un jour il découvre un enfant dans les bois. Il prend l'enfant, il élève cet enfant, et avec une autre personne, une jeune dame de sa même trempe, fait dans la même lignée. Et dans le livre, ce que j'ai aimé aussi, c'est que il y a eu un certain nombre de drames à chaque fois dans la vie de cet homme, et à chaque fois qu'il y a eu un drame, il a changé de comportement. Alors, la femme avec qui il vivait avec cet enfant, elle a fait une chute, elle a fait un accident et elle est morte. Donc, à partir de ce moment-là, il a voulu changer de vie. Donc, il est sorti de Saint-Pierre pour arriver à Fort-de-France et recommencer une nouvelle vie avec sa fille. Et quelques années après, on voit qu'un homme qui sortait de Saint-Pierre, qui n'avait rien, qui était clochard, qui vendait du charbon, qui vendait des têtes de serpent pour se sortir, arrive à la tête d'une épicerie qui avait des amis, des médecins, des docteurs, des avocats, enfin des gens de la grande société, parlant français correctement. Et cet homme, 20 ans après, il retourne à Saint-Pierre. Pour voir les gens de Saint-Pierre, on ne le reconnaît même pas parce qu'il est costumé, tout ça. Et tout à travers le livre, c'est un petit peu ça. Il a eu des drames, il y a eu beaucoup d'amour, beaucoup de drames, tout ça. Et le point final du livre, c'est quand on prend la première page du livre, la peau farine avec son coutelas, etc. Quand on prend la dernière page du livre, on retrouve la peau farine. Ça veut dire qu'il a fait une boucle. Il est parti de point, la peau farine qu'il était, il a fait tout un cheminement et il est retourné ce qu'il était. Pourquoi? Parce que la fille qu'il a élevée a bien évidemment grandi, tout ça, donc 20 ans après, donc elle a eu son bac, elle a eu un accident et elle est morte. Donc de ce décès, il y a eu un changement encore dans sa vie, il est redevenu ce qu'il était au départ. Donc tout le livre tourne autour un petit peu de ça. Mais c'est une histoire fictive, bien évidemment. Mais ce que j'aime aussi avec cet auteur, c'est qu'il prend, tout en étant dans la fiction, il prend des faits réels. Par exemple, il parle de la rue Tidoudou à Sainte-Thérèse, il parle du Séchelle-Cher, il parle du problème de grève en Martinique. Enfin, il parle de faits réels tout en englobant ces faits-là de fiction. Et c'est un livre qui est vraiment, vraiment intéressant à lire. Donc, si je comprends bien ce que tu dis, donc l'auteur, il prend des personnages fictifs, mais il y a toujours des problématiques martiniquaises, des problématiques d'époque, et qui même sont valables toujours aujourd'hui. Tout à fait, absolument. Parce qu'il parle à un moment donné de grève, nous sommes en plein dedans. Et c'est vrai que ce que j'aime aussi dans cet auteur, c'est qu'il dépeint ses ouvrages et on voit. C'est comme si on a un tableau en face de soi et on voit les images. On voit quand il parle de la rue Tidoudou, il parle des caniveaux, il parle de l'eau qui coule, on voit l'image. Donc, en lisant ce livre-là, effectivement, moi, je m'imagine l'action, j'imagine un petit peu les faits. Donc, c'est quand même un bon livre. C'est quand même assez intéressant à lire. Et ceci dit, c'est tous ces livres, parce que j'en ai pas lu un seul, j'en ai lu d'autres, et tous ces livres, c'est un petit peu la même chose, la même dimension. Est-ce que c'est un ouvrage, il faut avoir une licence en lettres pour la suivre? Non, pas du tout. Qui est-ce qui peut s'attaquer à un tel livre? Non, si moi je l'ai lu, on peut tous le lire, parce que je ne suis pas un grand lecteur en général, je ne lis pas souvent. Et c'est vrai que c'est un livre qui est très facile. On peut le lire en une semaine, en quelques jours. C'est un livre qui est très très facile à lire. Et
j'invite tout le temps chacun à pouvoir lire ce livre. Surtout cet auteur-là, il en a fait pas mal. Et surtout un que j'ai en mémoire, c'est Les larmes des autres. C'est un très très joli livre aussi. Donc voilà. D'accord. Les larmes des autres, ça. Alors je ne m'appelle pas trop, mais il prenait un fait, mais je ne m'appelle pas. Ça fait un moment que je l'ai lu. Donc c'est toujours pour un fait précis et puis il fait de la fiction tout autour. Ça me fait un petit peu penser à la présentation de Marisette tout à l'heure, dans le sens où là on a un personnage fictif mais qui traverse différents stades de sa vie, et on voit que l'homme, la femme, ils peuvent chacun évoluer. Absolument. Personne n'est condamné à rester dans sa situation. Après, il y a des événements dans la vie d'une personne qui peuvent accélérer le processus ou pas. Mais moi, j'aime bien cette idée qu'on peut grandir, on peut apprendre, et que quelle que soit sa condition, quelle que soit sa connaissance, on n'est pas figé, on n'est pas limité. J'ai oublié de le dire, il a connu une dame, une mamie, avec qui il s'est lié d'amitié et qu'elle faisait à manger pour la fille, pour lui, tout ça. Et cette dame avait une fille, un enfant qui était en France. Elle a tout fait pour les rapprocher. Et figurez-vous que la fille sortant de France, arrivant en Martinique, ils arrivaient à se marier. Et la fille avait déjà un enfant. Et à 4, ils forment une famille vraiment soudée. Et c'est là, je me dis, avec un petit peu d'amour, avec un petit peu d'amour, effectivement, on peut arriver à changer, à évoluer dans la vie. C'est vrai que quand on se forme un personnage, et puis bon, on y reste, et quand on trouve le bonheur, on trouve l'amour, on trouve des choses intéressantes, c'est vrai qu'on a tendance à aller vers ce bonheur-là, à changer, à se transformer. Et par rapport à ce livre-là, j'ai vu que la famille s'est agrandie, la fille a eu son bac, le petit garçon reprenait le commerce parce qu'ils avaient un commerce, tout ça. Il y a eu toujours un espoir de Exactement. Donc c'est toujours bénéfique. Après, tout à l'heure, tu as dit le personnage clé du livre, il est dans une situation initiale, il connaît un certain nombre de transformations, de changements, d'évolutions, et puis c'est sa fille qui meurt à la fin. Oui, sa fille. Sa fille meurt à la fin, et donc il retourne comme il était. Est-ce que ça se termine sous cette note-là, où on peut imaginer que, comme de la même manière il a évolué, peut-être une évolution à venir après? Alors, ça se termine comme ça, effectivement, mais on peut effectivement imaginer qu'il y a peut-être une évolution, parce qu'il est entouré quand même d'amis, médecins, psychologues, avocats, enfin, on est entouré d'un cercle d'amis. Il ne repart pas vraiment de sa base. Non. C'est-à-dire que sur le coup de l'émotion, du choc, il est relevé là pour fariner. On peut effectivement imaginer qu'il puisse retrouver la raison et puis redémarrer, parce que il avait le projet, il avait même acheté une maison sur Fort-de-France, il avait le projet d'agrandir son épicerie et d'en acheter d'autres encore. Donc, on peut quand même imaginer qu'il y a une progression, il y a une avancée dans ces travaux. On peut toujours l'imaginer. D'accord. Oui, effectivement, moi c'est comme ça que je perçois, et comme disait Marisette, en fait, c'est ma conviction personnelle. Je pense qu'on n'est jamais la même personne après plusieurs années. Même si d'apparence, on pourrait penser, tiens, il était comme ça, il a eu temps et puis finalement il retourne dans la même condition. Peut-être extérieurement, c'est l'impression qu'on peut avoir, mais il y a les connaissances qu'il a eues, les personnes qu'il a rencontrées, l'expérience de la vie qu'il a pu avoir. Et je pense que pour revenir sur l'idée d'échec, moi je trouve que c'est complémentaire en fait, c'est complémentaire. Tout à fait. Oui, je trouve vos deux livres main dans la main. C'est quand même bizarre. Quand tu m'as parlé de son livre, je me suis dit, c'est à l'opposé de ce que moi je vais proposer. Et en mine de rien, effectivement, il y a une liaison. Il y a une liaison, tout à fait. Je précise aux téléspectateurs que les participants ne se sont pas concernés. Pas du tout. Donc, ils ont découvert là maintenant le livre de tout un chacun. Tout à fait. Mais
Non, mais je pense que c'est justement aussi une des raisons de la lecture. Une des Ouais, raisons tout à de la fait. lecture, nous aider à Tout à fait. réfléchir. Et même quand on pourrait avoir une histoire a priori triste, qui ne va pas dans le bon sens, ben, l'idée d'échec qu'on a vu tout à l'heure, l'échec est définitif si on a décidé que c'est Absolument, définitif. absolument. Tout à fait. Et Tout à fait. de cet échec, ou bien quand les choses ne se passent pas comme on voudrait, que ce soit dans nos relations avec notre entourage, au travail ou autre, ben, il y a toujours quelque chose qu'on peut prendre et améliorer. Et Absolument, tout à fait. Maïsette parlait grandir en soi-même, sur soi, aider l'autre à, Aider l'autre, à surtout, se développer. de se développer, parce que c'est en fait le but, en fait, de se dire, si je veux sortir du bateau, c'est est-ce que je le fais pour moi seul aussi, ou bien Ouais, je le tout à fais fait, pour tout à entraider les autres. C'est ça. Tout à fait. Ah oui, effectivement, c'est une bonne réflexion. Ben, merci beaucoup, hein, merci. Donc, je ne sais pas si avec Marie-Laurence, nous irons dans cette continuité. Ben, Je dirais que pour rebondir sur le livre de Marisette, pourtant, la philosophie, on va dire que Descartes que j'ai choisi, il dit oser dire oui et oser sauter. D'accord? Il ne parle pas du bateau, mais il dit oser douter pour sauter. Bien. donc, Donc, on a hâte. donc tu vas nous parler de Descartes. Oui, je vais te parler de Descartes. D'abord, quelques petits mots pour rassurer tout un chacun. La philosophie, c'est pas un jargon technique. Plus on est élémentaire, plus on est dans la philosophie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on fait de la philosophie, c'est de distinguer les synonymes. Je peux prendre un exemple. Le pardon, c'est pas l'oubli. Dans l'oubli, je reconnais pas la faute, je dis que la faute n'existe pas. D'accord? C'est ça l'oubli. Le pardon, on reconnaît la faute et on reconnaît que la faute est irréparable. Et par conséquent, qu'il faut dépasser la faute. C'est ça le pardon. Et la deuxième condition du pardon, qu'il faut que l'autre en face puisse demander pardon. Donc faire de la philosophie, c'est pas aligner des mots en isme, etc. Non, pas du tout. Je rassure. Tu nous rassures. Oui, je rassure parce que, bon, on va dire que il y avait cette appréhension de clégentisme. Parce que philosophie, c'est bon, augmenter le jargon technique, etc. Non, absolument pas. On n'a pas besoin de jargon, on a besoin de volonté de penser. Alors, pourquoi j'ai choisi Descartes? D'accord, j'ai choisi Descartes parce que nous vivons dans un temps, on va dire, de véritable insécurité. Insécurité sanitaire, insécurité économique, misère à la fois sociale, mais aussi misère morale. Et donc, Descartes est là pour nous dire, eh bien, posons-nous et réfléchissons. Et Descartes nous permet de répondre à la question, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Moi, en tant que sujet. Pas seulement collectif, moi, en tant que sujet. Comment vais-je faire pour travailler sur ma propre raison? Pourquoi faire? Ben, pour atteindre quelque chose de certain et de vrai. Autrement dit, Descartes nous dit, à la période dans laquelle nous sommes, cessons de douter. Le doute, c'est pour la science. On peut contempler une démonstration, prendre son temps, mais dans l'action, il y a l'urgence. Eh bien, on fait la meilleure action possible. Dans la forêt, dit-il, si je ne prends pas une décision d'aller à gauche ou à droite, je me perds. Et c'est pareil dans un courant. Il faut se laisser porter par le courant et on va sortir. Si on se bat, si on se bat, on tombe. Et on plonge, on se noie. Et donc là, Descartes est là pour nous dire, dans ces temps difficiles, eh bien, il faut se poser et
je dirais s'interroger. Donc, c'est ça la première raison où j'ai choisi Descartes. La deuxième raison, pourquoi j'ai choisi le discours de la méthode, parce que le discours de la méthode, c'est, on va dire, une œuvre simple qui est fondatrice. Fondatrice de quoi? D'une certaine philosophie qui ne repose pas simplement sur une question religieuse, mais qui met en place l'utilisation de la raison. Que nous dit Descartes? Descartes, la première rupture, c'est qu'il écrit en français. Parce qu'à l'époque, XVIIe siècle, on parlait latin, surtout le philosophe a une langue savante, le latin. Mais non, Monsieur Descartes dit, point du tout. Moi, j'écris en français. Donc, le français se constitue comme langue. Et il fait le choix. Pourquoi faire? Pour affirmer que le bon sens est la chose la mieux partagée. Autrement dit, il dit quelque chose de révolutionnaire à l'époque. Le bon sens est la chose la mieux partagée. Autrement dit, nous sommes tous des êtres doués de bon sens. Là où on est différent, c'est qu'on l'applique différemment. C'est ça. On l'applique différemment. Et donc, pour l'appliquer bien, eh ben, il faut une méthode. C'est ça qu'il dit. Il dit quelque chose de simple. Donc, la première rupture, c'est cette rupture avec le langage. La deuxième rupture, c'est, dans le fond, il nous dit que tous nous avons du bon sens. Donc, il faut une méthode. Et la méthode, c'est quoi? Ben, quand on cherche l'étymologie, la méthode, c'est un chemin. Et l'étymologie latine, méthaudos, chemin. Chemin pour quoi faire? Non pas pour aller n'importe où, pour bien conduire notre raison. Mais nous pas qu'à faire conduire raison sans rien. L'objectif, c'est quoi? Trouver la vérité dans les sciences. Autrement dit, ce qu'il nous dit, c'est que on a beau douter, mais à un moment donné, il faut un objectif. L'objectif, c'est bien la vérité. Donc Descartes n'est pas un sceptique qui doute de tout et qui dit que bon, non, douter de tout, c'est nous condamner à rester figés et nous condamner à l'impuissance et à l'inaction. Donc c'est ça Descartes, oser dire oui, même dans une période d'incertitude. Donc, je disais donc que la méthode, c'est un chemin. Mais comment faire pour asseoir cette méthode? Ben, il y a un processus. Eh bien, on a un outil, le doute. Le doute, c'est une suspension du jugement sur le point de la connaissance. Comme je disais tout à l'heure, c'est que quand on est dans l'action, on ne peut pas se permettre de douter. Quand je conduis et que je suis en aquaplaning, je n'ai pas le temps de douter. Il y a deux solutions. Ou bien je me bats avec le volant, et c'est pire, ou bien je lâche tout. Lâcher tout, lâcher prise, et bien la voiture s'arrête. D'expérience, hein, je peux vous dire. On peut ralentir tout simplement. Non, il n'y a pas de ralentir. On lâche tout. On dit advienne que pourra. Et donc, Descartes nous aide à comprendre que le doute est nécessaire dans les sciences. Et comment faire dans les sciences pour suspendre notre jugement? Eh bien, il y a une première étape. Vider son esprit. Vider de quoi? Ben, de toutes les croyances ancrées dans nos esprits et qui nous empêchent de regarder et de construire la vérité. Donc, examiner chacune de nos croyances et de regarder celles qui sont vraies, vraisemblables ou fausses. Donc, c'est ça d'abord le doute. D'accord? Donc, un doute, le doute, du point de vue de la connaissance, ça sert à ça.
Descartes nous apprend à réfléchir avec méthode. Eh bien, bien évidemment, parce que si on doute et si on se précipite sur tout, eh bien, on n'ira nulle part. Donc, le doute est au service d'un bon chemin. C'est ça. Et en conclusion, on va dire que Descartes, c'est aussi la déconstruction. Pour être plus moderne, il faut commencer par déconstruire. Autrement dit, interroger, voir comment ça fonctionne. Sur le plan de l'action, qu'est-ce qu'il nous dit? Désirer le possible. Ben oui, la meilleure action possible d'un point de vue de la morale. C'est ça qu'il nous dit. Sur le terrain pratique, nous sommes toujours dans l'urgence. On est toujours contraint d'improviser une réponse. Et parce qu'on improvise, eh bien, on ne peut pas être dans la perfection. Ben, du point de vue de l'action, il n'y a pas de perfection possible. On fait le meilleur. Et enfin, bon, on va dire, pour conclure, que Descartes, c'est quand même l'héritage d'une certaine philosophie française. Et donc, qu'on peut juger, critiquer. Et on est là pour ça. Voilà. Donc, voici à quelques mots ce que je voulais vous faire partager et vous permettre de comprendre que la philosophie, c'est d'abord un engagement. Il faut se confronter au texte. Et c'est comme n'importe quel texte. C'est comme de la poésie, mais simplement, on va dire que la philosophie, comme dit Descartes, ça s'enseigne. Comme la méthode, ça s'enseigne. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un art particulier pour faire de la philosophie. On a besoin de la technique d'un point de vue noble. C'est pas la technique, parce qu'on a toujours tendance à croire que la technique, c'est péjoratif. Ah ouais, tu vas faire un enseignement technique? Non. Mais la technique, il y a quelque chose de positif. Voilà. Donc, si je comprends bien, donc tu nous as dit, on n'a pas besoin d'être un artiste pour faire de la philosophie. Donc, monsieur, madame, tout le monde peut faire de la philosophie. Oui. Sans... Peut faire de la philosophie en faisant quoi? En ayant le souci toujours de s'interroger et de distinguer les choses. La contrainte, c'est pas l'obligation, par exemple. L'obligation, c'est moi. Ça vient de moi. C'est moi qui décide librement que j'apprendrai ma leçon. Par contre, dans la contrainte, fallait maman derrière moi, papa derrière moi, petit bolon, faut quoi apprendre une leçon. Donc, la contrainte est extérieure. C'est pas la même chose. Donc, quand on a ce souci de distinction et puis d'aller au plus près de la compréhension des choses, eh bien, on fait déjà de la philosophie. Ben, finalement, on se posait la question, avant que Marie-Laurence parle, mais on peut faire le lien entre les trois livres. Et moi, j'ai bien aimé quand, dans ton explication, tu parlais du doute, et tu disais que le doute, c'est justement un moyen pour arriver au chemin, pour trouver le chemin, pour arriver à la connaissance. Et le fait de ne pas savoir, peut-être à l'instant T, où aller, ben c'est... Je fais le lien avec Marisette, mais je fais aussi le lien avec Claude. C'est un moyen pour nous de réfléchir sur nous, réfléchir sur le monde qui nous entoure et tout faire mieux, progresser. C'est ça. Ouais. Désirer le possible. Désirer le possible. Oui, oui. Voilà, Et ça, la meilleure action possible. Et on n'est pas dans la perfection. Et ben, quand on a 10, on peut peut-être avoir 11. Mais un 11 vaut parfois pour certains élèves un 20. Exact. Ah exact, bon. exact. C'est ça que les parents devraient aussi comprendre. Tout à fait. Ouais. Mais par exemple, on voit avec le livre de Claude et même avec Marisette, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Le vécu de la personne, tout le monde ne part pas du même point de départ. Même si, au niveau du potentiel, on a tous comme tu as dit, le potentiel, on a tous ce bon sens. Après, on l'applique différemment. Mais et j'aime bien cette idée que le 11 pour celui-là, ça peut peut-être être un 20 pour l'autre, parce que
d'où il est parti, les conditions dans lesquelles il vit, il est exposé. Voilà. Donc, et effectivement, c'est d'où cette idée de ne pas chercher forcément à se comparer à l'autre. Se dire que Essentiel. celui-ci, il a ça ou il a déjà ça. Et c'est si vrai ce que tu dis, c'est que Descartes dit, voilà, je vous propose un chemin. Ce chemin, c'est le discours de la méthode. Maintenant, le discours, c'est pas un traité ni une conférence sur la méthode. Je vous indique le chemin que j'ai pu prendre avec ma pensée. Maintenant, vous êtes libre d'y aller ou pas. C'est ça. Et c'est ça la philosophie. C'est oser aller à contre-courant. Et donc, oser user par soi-même de sa propre raison. Ne pas hésiter parfois, parce que parfois, on abdique de sa raison au profit d'autre chose. Donc, tu peux nous rappeler le siècle de Descartes? 17e. Le 17e siècle. Donc, nous sommes au 21e siècle. Ce sont des questions, je pense, qui sont toujours d'actualité. Et surtout dans ce contexte d'incertitude. Mais oui. Beaucoup de choses ont été remises en question. La façon de travailler, la façon d'échanger, la façon de se percevoir dans le monde ou de percevoir l'autre. Donc, en fait, on pensait, l'homme avec un grand H pensait savoir beaucoup de choses, pensait maîtriser beaucoup de choses, et puis se rend compte qu'il faut parfois revenir à la base. Oui, et on n'a pas à s'inquiéter de cela. C'est surtout ça. On n'a pas à s'inquiéter, parce que parfois, il faut le recul pour avancer. Oui, il faut la distance. Quand on n'a pas la distance, quand on n'a pas suffisamment de distance, on colle au fait et on ne peut pas réfléchir. D'accord. Ben, merci beaucoup pour ce moment. On a effectivement voyagé, aux États-Unis, mais la pensée était dans le monde. On est allé en Martinique, on est allé en France, mais on est allé au XVIIe siècle, mais en fait, les sujets sont toujours d'actualité. Puisque c'est l'un des buts de la lecture, de nous aider à réfléchir sur nous, réfléchir par rapport à l'autre, et puis faire ce petit pas, même s'il n'est pas grand, mais vraiment faire ce petit pas pour faire mieux. On essaie de faire mieux demain, et le surlendemain, on essaie de faire mieux. En tout cas, merci beaucoup. Merci Marisette pour ce moment. Merci à toi. Et j'espère que les téléspectateurs et actrices ont apprécié ce que nous leur avons proposé. Et j'espère justement qu'ils vont pouvoir aller sous le pont et ensuite sortir du bateau. C'est tout ce que je peux souhaiter. Marisette. Merci Claude. Merci, c'est moi. Donc c'est une joie pour moi de t'expliquer, de voir un petit peu avec les téléspectateurs le livre. La Pouffarine de Tony Deschamps. Donc n'hésitez pas à le lire, c'est un très beau livre. D'accord. Et merci Marie-Laurence. Tu nous as montré que la philosophie peut être accessible à tout le monde. Oui. Et qu'on peut oser dire oui, oser douter pour mieux sauter. Voilà. D'accord. Sur ces quelques mots de sagesse, nous nous quittons. Donc, c'était plaisir de lire. Nous vous disons rendez-vous mercredi prochain, comme chaque mercredi sur Zouk TV à 15h. Et d'ici là, nous invitons à réfléchir et à vous préparer pour toujours avoir ce plaisir de lire. On n'a pas le son. Donc on va prendre les photos.